La pauvre serveuse a été vendue à un cheik millionnaire, mais lors de la nuit de noces, il a révélé quelque chose qui l'a choquée. Le matin se levait lentement sur le vieux port de Marseille, mais pour Claire, 32 ans, la journée avait déjà commencé depuis longtemps. Dans l'arrière-salle du petit restaurant où elle travaillait depuis plus de 6 ans, elle ajustait sa chemise blanche légèrement froissée, passait un coup rapide dans ses cheveux châtains foncés attachés à la va-vite, puis enfilait son tablier noir. Chaque geste était empreint d'habitude, comme une chorégraphie silencieuse répétée 1000 fois, sans applaudissements ni lumière. C'était la routine d'une femme que la vie semblait avoir oubliée. Claire vivait avec sa mère malade, dans un petit appartement du quartier de la Belle de Mai, un lieu où les factures s'entassaient comme les souvenirs d'un passé plus doux. Depuis la mort soudaine de son père, 3 ans plus tôt, les dettes avaient déferlé comme une marée noire. Prêts impayés, soins médicaux, frais de succession, tout semblait conspirer pour l'engloutir. Malgré des horaires épuisants, elle ne gagnait pas assez pour couvrir les dépenses mensuelles. Le loyer, les médicaments, l'électricité, chaque euro comptait. Chaque pourboire devenait une bataille pour garder la tête hors de l'eau. Le restaurant où elle travaillait, chez Léon, était modeste, fréquenté surtout par des habitués et quelques touristes égarés. Les murs défraîchis racontaient leur propre histoire, celle d'un lieu qui avait connu de meilleurs jours. Les clients, eux, passaient devant Claire, comme devant un meuble. Rarement un sourire, jamais un nom retenu. Elle prenait les commandes, servait les plats, encaissait les additions. Toujours polie, toujours discrète, invisible. Ce n'était pas qu'on la traitait mal, c'est qu'on ne la voyait pas. Ses collègues, pour la plupart plus jeunes, parlaient souvent de leurs projets, de leurs sorties, de leurs rêves. Claire, elle, gardait le silence. Son monde se résumait à des allers-retours entre la salle du restaurant et l'appartement étouffant où sa mère passait la majorité de ses journées clouée au lit. L'hôpital public avait réduit les visites à domicile. Désormais, c'était Claire qui administrait les médicaments, nettoyait les plaies, cuisinait, lavait, veillait. Il n'y avait pas de place pour les loisirs ni pour l'amour, pas même pour l'espoir. Un soir d'hiver particulièrement glacial, alors que la salle se vidait peu à peu, Claire se retrouva un instant seule derrière le comptoir. Elle observa son reflet dans la vitre du frigo à boissons. Les cernes sous ses yeux, le pli constant entre ses sourcils, les rides prématurées, elle ne se reconnaissait plus. Sa jeunesse s'était dissoute dans l'usure du quotidien. Tout semblait figé, condamné à se répéter. La propriétaire du restaurant, Madame Léon, une femme rigide mais juste, l'appréciait pour son sérieux mais n'avait jamais proposé plus qu'un salaire minimum et des horaires instables. « C'est la crise », répétait-elle chaque fois que Claire osait aborder la question d'une augmentation. Claire n'insistait pas. Elle avait appris à ne pas faire de vagues, à s'adapter, à survivre. Parfois, la nuit, une fois sa mère endormie, elle s'autorisait à rêver en regardant par la fenêtre de la cuisine. Elle imaginait une vie ailleurs, peut-être à Paris, ou même à l'étranger. Une vie où elle ne serait plus définie par ses dettes, son tablier et sa fatigue. Mais chaque matin, les rêves s'évanouissaient sous le poids du réel, et le cycle recommençait. Un jeudi soir, alors que la pluie battait contre les vitres et que le vent faisait frémir la vieille enseigne, un homme entra dans le restaurant. Il était grand, vêtu d'un long manteau noir coûteux, son allure tranchait nettement avec celle des habitués. Il ne dit pas un mot, juste un hochement de tête pour indiquer qu'il voulait une table. Claire, fidèle à son habitude, l'accueillit avec le même professionnalisme discret. Elle lui tendit le menu, nota sa commande, un simple café noir, et s'éloigna. Mais quelque chose dans son regard la troubla. Il ne la regardait pas comme les autres clients. Ce n'était pas du mépris, ni même de la curiosité. C'était une attention particulière, presque analytique. Claire, mal à l'aise, évita de croiser son regard. Elle termina son service, débarrassa sa table, encaissa sa note. Pas un mot ne fut échangé. Elle ne savait pas encore que ce silence allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Le lendemain matin, Marseille s'éveillait sous un ciel gris et chargé. Claire, comme toujours, quitta son appartement après avoir préparé le petit déjeuner de sa mère, prit soin de lui administrer ses médicaments et vérifier qu'elle avait tout à portée de main. Chaque départ était teinté d'un pincement au cœur, la peur constante qu'il se passe quelque chose pendant son absence. Elle prit le tramway jusqu'au Vieux-Port, les yeux perdus dans le vide, pensant encore à cet homme de la veille. Il n'avait rien dit, pas un mot,
mais il avait laissé un billet de 50 € pour un café noir. C'était étrange, irrationnel, et pourtant, elle n'arrivait pas à le chasser de son esprit. En arrivant au restaurant, elle retrouva la routine habituelle. Plancher à nettoyer, tables à dresser, commandes à mémoriser. Tout semblait identique, à l'exception d'une tension diffuse, une sensation de quelque chose en suspens. Dans l'après-midi, alors qu'elle faisait une pause rapide dans l'arrière-cour, fumant une cigarette roulée en cachette, un homme en costume sombre franchit la porte du restaurant. Il n'était pas client. Il cherchait Claire. Il s'appelait Maître Luc Garnier, un avocat parisien à l'allure sobre mais déterminé. Il demanda à lui parler en privé, ce qui attira immédiatement l'attention de Madame Léon. Claire, méfiante mais curieuse, accepta de s'entretenir avec lui dans la petite salle de repos à l'arrière. L'homme se montra direct. Il représentait un client qui souhaitait lui proposer une opportunité de travail. Un contrat formel, bien rémunéré, basé à Paris. L'offre était immédiate, sans délai, mais nécessitait discrétion et disponibilité totale. Claire cligna des yeux, incrédule. Elle crut d'abord à une mauvaise blague, voire à une arnaque. Mais l'homme sortit de sa sacoche un dossier impeccablement préparé. Contrat à durée déterminée, logement pris en charge, salaire mensuel largement supérieur à tout ce qu'elle avait connu jusque-là, avec des clauses de confidentialité strictes. Le tout était rédigé dans un langage juridique complexe, mais parfaitement légal. Elle survola les termes, notant qu'il y avait une notion de représentation symbolique non définie, mais rien qui ne lui parut directement suspect. Elle demanda à l'avocat comment son client l'avait trouvé. Ce dernier répondit avec calme « Il était ici hier soir. Il vous a observé travailler. Il a apprécié votre professionnalisme, votre retenue, votre discrétion. Ce sont des qualités rares. Il aimerait vous engager. » Aucune autre explication. Pas de nom, pas de détails. Claire était déconcertée. Elle pensa à sa mère, à l'appartement décrépit, aux dettes qui ne cessèrent de s'accumuler. Cette proposition tombait du ciel, irréelle, tentante, trop belle pour être vraie. Elle demanda du temps pour réfléchir. L'avocat refusa poliment. « L'offre est valable jusqu'à ce soir, il faut prendre une décision maintenant. » La pression monta. Claire appela rapidement sa voisine pour s'assurer qu'elle pourrait passer les prochains jours chez sa mère si jamais elle devait partir. La voisine accepta, compréhensive. Claire ne parla pas du contrat. Trop difficile à expliquer. À 17 h, elle signa. L'avocat rangea les papiers, lui remit un billet de train en première classe pour Paris, un téléphone portable jetable avec un numéro de contact et un code à donner à un chauffeur qui viendrait la chercher à la gare de Lyon. Il ajouta, presque en s'excusant, « Mon client est un homme discret. Tout se fera dans la légalité. Il vous veut dans son cercle professionnel, pas dans la lumière. » Cette nuit-là, Claire fit sa valise en silence. Elle n'emporta que l'essentiel. Elle mentit à sa mère, prétextant une formation professionnelle de courte durée. Elle monta dans le train au petit matin, le cœur battant, l'esprit divisé entre excitation et peur. Paris brillait dans son imagination comme une promesse de renouveau. Elle se disait qu'au pire, elle ferait demi-tour, que rien n'était irréversible. Mais au fond d'elle-même, quelque chose lui soufflait que ce voyage ne serait pas ordinaire. Le train filait à grande vitesse à travers la campagne française, emportant Claire loin de Marseille, loin de son quotidien fait de fatigue, de factures et d'oubli. Installée dans un fauteuil de première classe, elle observait sans vraiment les voir les paysages défiler. Son cœur battait fort. Tout était trop rapide, trop lisse. Ce n'était pas un simple changement de travail, c'était un saut dans l'inconnu, un choix irréversible qu'elle avait fait sans comprendre tous les termes, tous les enjeux. Arrivée à Paris en début d'après-midi, elle descendit à la gare de Lyon, valise à la main. Un homme l'attendait au bout du quai, tenant une pancarte avec son prénom. Il ne dit presque rien, se contentant de la saluer avec courtoisie avant de lui ouvrir la porte d'une voiture noire aux vitres teintées. Claire monta, intimidée. La voiture s'éloigna aussitôt, s'enfonçant dans le cœur de la capitale avant de filer vers les abords verdoyants de l'ouest parisien. Le trajet dura près d'1 heure. Peu à peu, les rues bruyantes et serrées laissèrent place à des avenues larges, bordées d'arbres centenaires et de portails majestueux. Enfin, ils franchirent une grille automatique en fer forgé. Claire se retrouva face à un domaine imposant, une propriété qui semblait tout droit sortie d'un film.
Grande bâtisse de pierre claire, jardin sculpté, fontaine, allée de gravier parfaitement tracée. On lui ouvrit la portière. Une femme en tailleur noir s'approcha et se présenta comme Madame Vasseur, intendante de la résidence. Sans perdre de temps, Claire fut conduite à l'intérieur. La maison était encore plus impressionnante vue de l'intérieur. Lustres en cristal, tapis anciens, œuvres d'art suspendues à des murs hauts de plafond. Elle traversa plusieurs couloirs avant d'être installée dans une chambre spacieuse, avec vue sur un jardin d'hiver. Tout semblait irréel. Elle était censée travailler ici? Dans quel rôle exact? Aucun uniforme ne lui fut remis. Aucun emploi du temps. On lui demanda simplement de se reposer, de ne pas quitter les lieux sans autorisation et d'attendre que son employeur la rencontre en personne. Le soir venu, on lui apporta un repas dans sa chambre. Un dîner raffiné, servi sur un plateau d'argent. Elle mangea peu, trop tendue pour avoir faim. La nuit passa lentement. Claire ne dormit presque pas. Elle songeait à sa mère, à Marseille, à ce qu'elle avait laissé derrière. Le lendemain, personne ne vint la voir. Pas de nouvelles du mystérieux employeur. On lui proposa une promenade encadrée dans les jardins, puis un massage qu'elle refusa poliment. Tout dans cette maison ressemblait à une mise en scène. Une attente étrange, comme si elle devait se préparer à quelque chose qu'on ne lui disait pas. Ce n'est que le 3e jour en fin de matinée qu'elle fut conduite dans une salle aux murs recouverts de boiseries sombres, où l'attendait un homme en costume gris, la cinquantaine élégante, assis derrière un bureau massif. Il se présenta comme maître Lefebvre, notaire. Sur le bureau, un épais dossier. Il demanda à Claire si elle se souvenait des clauses de l'accord qu'elle avait signé à Marseille. Elle répondit qu'elle avait lu les grandes lignes et qu'elle comprenait qu'un emploi à Paris était proposé en échange d'un engagement de confidentialité et de disponibilité. Le notaire hocha lentement la tête. Puis, d'une voix calme, il énonça les termes réels du contrat. Claire avait accepté, sans en comprendre la portée, une alliance symbolique avec le client en question. Ce dernier s'appelait Malik Al-Rachid, un homme d'affaires originaire du Golfe, basé entre Paris, Londres et Dubaï. Récemment divorcé, il cherchait à conclure une union contractuelle avec une citoyenne française, afin de remplir des exigences spécifiques imposées par un conseil d'administration international. L'accord avait été rédigé selon une formule juridique rare, mais reconnue, et enregistrée dans un consulat étranger à Paris. Claire resta figée. Elle crut mal comprendre. Le notaire poursuivit. L'union ne nécessitait pas de sentiments ni de cohabitation permanente, mais devait être officielle aux yeux du droit international. En échange, elle bénéficierait de protection, d'un salaire considérable et d'une clause de confidentialité absolue. Tout cela était déjà activé. Le contrat signé à Marseille incluait un consentement tacite à cet effet, et la procédure avait été enclenchée dès sa signature. Claire bondit de sa chaise. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas vendre une personne ainsi, même sous couvert de légalité. Le notaire, imperturbable, lui tendit une copie du contrat, soulignant les passages clés. Elle lut, atterrée. Les termes étaient ambigus, volontairement flous, mais laissaient effectivement place à cette interprétation. Elle se sentait piégée. Quand elle demanda à voir ce fameux Malik Al-Rachid, on lui répondit qu'il viendrait en personne le lendemain. D'ici là, elle devait rester dans la résidence. Son téléphone personnel fut temporairement désactivé pour raison de sécurité, selon Madame Vasseur. Toute tentative de quitter les lieux serait considérée comme une rupture unilatérale du contrat, entraînant des pénalités financières. Ce soir-là, Claire resta seule dans sa chambre, les documents étalés devant elle. Elle n'avait plus aucun doute. Elle était prisonnière d'un accord qu'elle n'avait jamais pleinement compris. Le lendemain matin, un silence glacial régnait dans la résidence. Claire s'éveilla après une nuit quasi blanche, l'esprit tourmenté par les révélations de la veille. Elle se leva, se vêtit simplement et tenta, une fois de plus, de demander des explications à Madame Vasseur. L'intendante resta vague, répétant que M. Al-Rachid arriverait bientôt et que tout serait éclairci. Claire ne savait plus à qui faire confiance. Elle se sentait seule, entourée de visages bienveillants mais muets, comme si tout le monde participait à une pièce dont elle ne connaissait pas le script. En fin d'après-midi, une voiture aux vitres teintées pénétra lentement dans l'allée. Claire, postée à la fenêtre, le vit pour la première fois. Grand, sûr de lui, vêtu d'un costume impeccable, Malik Al-Rachid descendit du véhicule. Il marcha d'un pas mesuré jusqu'à l'entrée principale,
saluant brièvement le personnel. Quelques instants plus tard, on vint chercher Claire. Elle entra dans le grand salon où il l'attendait, debout près de la cheminée éteinte. Lorsqu'il se retourna, elle fut frappée par la force tranquille de son regard. Il la salua sobrement, sans sourire. Sa voix était grave, posée, teintée d'un accent subtil. Il la remercia d'avoir accepté de venir, puis ajouta que la situation, bien que particulière, n'était pas sans précédent. Claire, en colère, exigea immédiatement des explications. Pourquoi elle? Pourquoi ce contrat déguisé? Pourquoi cette mascarade? Malik ne s'emporta pas. Il expliqua méthodiquement que leur union symbolique était un instrument stratégique, qu'il ne recherchait ni amour ni romance, mais une entente juridique, que dans certains pays où il avait des participations majeures, il lui fallait impérativement un lien conjugal reconnu dans l'Union européenne pour éviter une taxe sur les transferts de capitaux. Le contrat signé à Marseille l'y autorisait, dans les marges du droit international privé. Claire écoutait, sidérée. C'était froid, cynique. Elle lui rappela qu'elle n'avait jamais donné son accord pour un mariage. Qu'il répondit calmement qu'elle avait signé un document qui, selon les lois enregistrées auprès du consulat de son pays, pouvait être interprété comme tel. Elle demanda l'annulation. Malik fut catégorique. Une rupture anticipée engagerait une clause de dédommagement chiffrée à plusieurs millions d'euros. Le contrat stipulait que durant 1 an, elle était tenue de respecter les engagements de l'union symbolique. La panique s'empara d'elle. Elle était coincée. Il n'y avait ni barreaux ni chaînes, mais elle n'était pas libre. Malik, voyant son désarroi, ajouta qu'elle ne serait jamais maltraitée ni contrainte à rien. Son rôle était formel, limité à quelques apparitions officielles, et le reste du temps, elle aurait droit à la tranquillité et au confort. Mais elle ne pouvait ni partir ni communiquer avec l'extérieur sans autorisation. Ce soir-là, elle fut conduite dans une pièce entièrement décorée de blanc, ornée de roses blanches et de voilages fins. 2 témoins et un officier d'état civil d'un consulat étranger les attendaient. Claire, engourdie, fut priée de se changer. Une robe ivoire lui fut présentée, simple mais d'un raffinement évident. Elle refusa d'abord, mais une employée la supplia doucement « Si vous ne coopérez pas, le contrat vous fera plus de mal encore. » Résignée, elle enfila la robe. Le mariage se déroula dans un silence presque irréel. Aucun baiser, aucun échange de vœux, seulement des signatures, des cachets, une poignée de main. Malik, toujours calme, ne montrait aucune hostilité, seulement une froideur administrative. Lorsque la cérémonie fut terminée, il s'éclipsa immédiatement, laissant Claire seule au centre de la pièce, figée comme une statue. Elle resta debout un long moment, incapable de bouger. Tout s'était enchaîné si vite. Quelques jours auparavant, elle était encore serveuse à Marseille, se battant pour survivre. Désormais, elle était la femme d'un milliardaire qu'elle ne connaissait pas, enfermée dans une cage dorée, liée par un document qu'elle n'avait jamais compris. La nuit venue, elle s'allongea dans le lit qu'on lui avait assigné dans une aile de la maison. Elle regarda le plafond, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce n'était pas un conte de fées, c'était une prise d'otage légale. Et elle ne savait pas encore comment s'en sortir. Les jours suivants s'écoulèrent comme dans un rêve figé. Claire, désormais officiellement épouse de Malik Al-Rachid, vivait recluse dans une aile de la propriété, une aile luxueuse mais isolée, comme si elle faisait partie d'un décor sans fonction précise. Le personnel de la maison, bien que toujours poli, semblait évitant, comme s'il avait reçu l'ordre tacite de ne pas trop interagir avec elle. Personne ne lui posait de questions. Personne ne lui répondait vraiment. Et plus le silence durait, plus elle sentait le piège se refermer. Elle tenta à plusieurs reprises d'obtenir des informations sur son mari, sur ses affaires, sur les raisons profondes de cet arrangement absurde. Mais chaque tentative se heurtait à un mur. Les domestiques répondaient par des sourires vides ou détournèrent la conversation. Seule Madame Vasseur, l'intendante, lui adressait parfois quelques mots cordiaux, toujours avec cette distance professionnelle qui trahissait un malaise non dit. Un après-midi, alors qu'elle marchait seule dans le jardin d'hiver, Claire surprit une conversation étouffée derrière une porte légèrement entr'ouverte. 2 membres du personnel parlaient à voix basse, visiblement inquiets. Elle reconnut le nom de Malik, associé à des termes comme « dossier disparu » et « intervention à Genève ». Mais lorsqu'elle s'approcha pour entendre davantage, la porte fut brusquement refermée. Une domestique surgit, s'excusant faussement de sa présence et l'invitant à regagner sa chambre. Ce fut le premier indice concret qu'il y avait quelque chose à découvrir,
quelque chose que l'on s'efforçait de lui cacher. La nuit, le silence pesait encore plus lourdement. Le domaine, si grand, devenait une prison insonorisée. Les couloirs s'étiraient dans une obscurité feutrée, les portes fermées à clé, les fenêtres verrouillées. Une fois, en se levant pour boire de l'eau, Claire crut entendre des voix étouffées venant du rez-de-chaussée. Elle descendit discrètement. Des mots en arabe, un ton tendu, un éclat de voix vite réprimé. Lorsqu'elle atteignit le couloir principal, tout était redevenu silencieux. Claire comprenait peu à peu que cette maison n'était pas simplement un lieu de résidence. C'était un centre névralgique, peut-être même un lieu de négociation discrète. Malik lui-même était rarement présent, souvent en déplacement selon ce qu'on lui disait, mais elle ne savait jamais où ni pourquoi. Lorsqu'il apparaissait brièvement, il évitait les longs échanges. Il posait quelques questions formelles sur son confort, sa santé, ses besoins matériels, mais ne cherchait jamais de conversation personnelle. Pour lui, elle n'était qu'une pièce d'un échiquier stratégique. Un matin, un jeune homme blond aux traits sérieux entra dans la salle de lecture où Claire s'était réfugiée. Il se présenta comme Jérôme, assistant logistique et coordinateur du personnel français. Contrairement aux autres, il semblait sincère, presque inquiet pour elle. Il lui glissa discrètement une feuille sur laquelle il avait écrit « Vous êtes plus que ce que vous croyez. Soyez prudente. Je peux vous aider. » Claire, méfiante, hésita d'abord à lui répondre. Mais au fil des jours, elle comprit que Jérôme en savait plus qu'il ne le montrait. Il avait remarqué son isolement, ses tentatives de comprendre ce qui se passait, et il détestait visiblement la manière dont elle était traitée. Leur complicité naissante se construisit dans le silence des regards échangés et de quelques phrases volées au détour des couloirs. Jérôme lui confirma ce qu'elle soupçonnait. Des documents importants étaient conservés dans le bureau privé de Malik, toujours fermé à clé. Il ajouta que d'autres femmes, par le passé, avaient été hébergées brièvement dans la résidence, sans que leur rôle ne soit jamais expliqué au personnel. Une nuit, en se levant pour ouvrir une fenêtre dans sa chambre, Claire aperçut depuis l'étage une voiture noire qui arrivait discrètement. 2 hommes en descendirent, portant des mallettes. Ils furent reçus par Malik lui-même, dans le salon du fond. La rencontre dura moins de 20 minutes, puis les visiteurs repartirent, aussi silencieusement qu'ils étaient revenus. Le lendemain, Jérôme lui confirma qu'il avait entendu parler d'un transfert de documents confidentiels et que le coffre du bureau de Malik avait été utilisé. Claire commença alors à consigner tout ce qu'elle observait. Les heures de visite, les trajets de Malik, les bribes de conversation. Elle tenait un petit carnet, dissimulé dans un double fond de sa table de nuit. C'était dangereux, mais c'était sa seule arme. Elle ne savait pas encore quoi faire de ces fragments, mais elle sentait que la vérité était là, juste derrière la façade luxueuse. Et dans ce silence feutré, entre les jardins impeccables et les couloirs dorés, elle préparait déjà, sans le savoir, la première fissure dans l'empire soigneusement bâti autour d'elle. Le jour où Malik annonça qu'il passerait la nuit à la résidence, une tension palpable s'installa parmi le personnel. Les consignes étaient précises. Aucune perturbation, aucun bruit inutile, tout devait être parfaitement ordonné. Claire, informée de son arrivée, fut priée de dîner dans sa chambre. Elle obtempéra sans protester. Depuis son mariage, les interactions avec Malik avaient été rares, toujours distantes. Ce soir-là, pourtant, quelque chose semblait différent. Il avait demandé expressément à la voir après le dîner. Lorsqu'il entra dans sa chambre vêtu d'un costume de lin sombre, l'air calme, Claire était assise sur le rebord du lit. Elle se leva, mal à l'aise, prête à le confronter. Il ferma la porte derrière lui sans un mot. L'air était épais, comme chargé d'une attente indéfinissable. Il prit la parole en premier. Sa voix était posée, presque désolée. Il n'y aurait pas de nuit de noces. Pas de contact physique. Pas de rapprochement. Ce mariage, expliqua-t-il, n'avait jamais été conçu comme une union réelle. C'était un dispositif, une stratégie. Malik, homme d'affaires opérant dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Europe, devait impérativement répondre à une exigence de conformité émise par un conseil de régulation d'un fonds souverain. Ce conseil imposait qu'un dirigeant résidant en Europe dispose d'un statut marital stable dans le pays hôte pour éviter des sanctions financières en cas d'opération de grande ampleur. Claire écoutait sans y croire. Ce qu'il lui disait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Malik poursuivit, implacable. «
Elle avait été choisie parce qu'elle n'était liée à aucun scandale, sans famille influente, sans réseau qui pourrait enquêter ou poser problème. Sa discrétion, son anonymat, sa situation précaire, tout cela avait fait d'elle une candidate idéale pour ce rôle d'épouse de convenance. Il sortit alors un document de sa veste. C'était un tableau froid, précis, listant des profils féminins comparés, des notations, des risques juridiques, des coûts estimés. Son nom y figurait. À côté, une mention « Accord probable, faible résistance ». Claire sentit ses jambes faiblir. Elle demanda s'il avait l'intention de la garder ainsi indéfiniment. Malik répondit qu'elle était légalement liée pour 1 an. Après quoi, une procédure de dissolution contractuelle serait enclenchée, avec compensation financière si elle respectait les clauses de silence. Il ne la forcerait jamais à quoi que ce soit, mais attendait en retour la même discipline et la même retenue. Ce n'est pas personnel, Claire. C'est un arrangement. Je ne suis ni votre bourreau ni votre sauveur. Elle voulut hurler, le traiter de monstre, de manipulateur. Mais elle comprit qu'aucune de ces accusations ne l'atteindrait. Il ne fonctionnait pas sur ces registres. Il agissait dans un monde où les émotions n'étaient que des variables secondaires. Elle lui demanda alors pourquoi il lui disait tout cela maintenant. Il répondit qu'il avait une dette de transparence envers elle et qu'il préférait qu'elle connaisse la vérité plutôt que de se perdre en espoir ou soupçons stériles. Avant de partir, il ajouta que tout ce qu'il avait fait était légal. Limite, certes, mais légal. Et que s'il avait voulu l'acheter ou la briser, il aurait pu le faire bien plus brutalement. Il avait choisi l'option la plus propre, selon lui. Claire resta seule. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho creux. Elle comprit alors, avec une clarté brutale, qu'elle n'était pas une épouse, ni une femme protégée, ni une complice. Elle était une variable dans un plan financier, une silhouette insérée dans un puzzle économique qui la dépassait totalement. Elle s'allongea dans le lit sans éteindre la lumière. Le regard fixé au plafond, elle revit les derniers mois. Le restaurant à Marseille, l'avocat, le train, la propriété, le faux mariage. Et maintenant, cette vérité nue, glaciale. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Une forme de lucidité nouvelle montait en elle. Ce qu'elle vivait était une mascarade juridique. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Pas encore. Les jours qui suivirent la révélation de Malik furent les plus longs de la vie de Claire. Tout avait été dit, posé sur la table avec la froideur méthodique d'un contrat de fusion. Elle n'était pas aimée, ni choisie, seulement calculée. Et désormais, chaque coin du manoir semblait lui rappeler ce statut humiliant. Les rideaux de soie, les tapis orientaux, les couverts en argent, tout brillait d'un luxe sinistrement oppressant. Elle n'était pas une invitée, encore moins une épouse. Elle était une caution humaine dans un arrangement fiscal de plusieurs centaines de millions d'euros. Elle tenta d'annuler le contrat. Immédiatement, elle demanda à parler à un avocat ou même à contacter la police. Mais Madame Vasseur, toujours aussi calme, lui répondit avec un mélange de fermeté et de compassion feinte « Vous pouvez, bien entendu, mais cela activerait automatiquement la clause de rupture. Vous seriez tenu de rembourser les frais contractuels, ce qui représente plusieurs millions d'euros, selon les estimations du cabinet Lefebvre. » Claire demanda à voir ces montants, les justifications. On lui répondit que tous les documents avaient été validés et qu'ils figuraient dans l'annexe juridique remise à la signature, celle qu'elle n'avait jamais eu le temps, ni les moyens, de lire en détail. Les journées passaient dans une routine désespérante. Claire pouvait se promener librement à l'intérieur de la propriété, utiliser la bibliothèque, les jardins, même la piscine, mais toute communication extérieure était filtrée. Ses messages étaient lus, ses appels écoutés. L'accès à Internet était restreint, verrouillé derrière un pare-feu impossible à contourner. Chaque tentative d'envoyer un courriel ou de rechercher des informations juridiques sur le contrat se soldait par un échec. Le système avait été pensé dans ses moindres détails. Malik, de son côté, n'était presque jamais là. Il voyageait constamment, et ses apparitions se réduisaient à des instructions brèves, parfois un dîner protocolaire, toujours sans émotion. Paradoxalement, son absence rendait les choses plus dures encore. Il était l'architecte de cette prison et pourtant, il n'était jamais là pour en voir les effets. Seule une présence constante devenait une encre dans ce vide. Jérôme. Le coordinateur français, discret mais observateur, passait de plus en plus souvent par son aile du manoir.
Il venait sous prétexte de vérifier le linge, d'apporter des livres ou de faire passer des informations logistiques. Mais très vite, un dialogue codé s'installa entre eux. Des questions banales, aux réponses légèrement modifiées, permettèrent de dire l'essentiel sans alarmer les systèmes d'écoute. Claire comprit que Jérôme la croyait sincèrement piégée et qu'il détestait profondément ce que Malik faisait. Un soir, ils réussirent à parler seuls, brièvement, dans la serre. Claire lui demanda s'il connaissait un moyen légal de sortir de cette situation. Jérôme, d'abord réticent, finit par avouer qu'il avait vu passer certains documents suspects liés au contrat, annexes non traduites, clauses bancaires enregistrées dans des juridictions opaques, signatures douteuses. Il pensait que si une cour française avait accès à ces documents, il serait possible de contester la validité du contrat. Mais pour cela, il fallait des preuves concrètes, des copies, des scans, des éléments compromettants conservés dans le bureau de Malik. Ce bureau, verrouillé par reconnaissance biométrique, était l'endroit le plus surveillé de la maison. Mais Jérôme, qui supervisait parfois l'entretien technique, savait que certaines failles pouvaient être exploitées. Une maintenance régulière de la serrure électronique, une copie de clé de secours que conservait Madame Vasseur, un créneau nocturne où la surveillance était réduite. Ils établirent un plan. Rien de spectaculaire, rien d'hollywoodien. Juste une intrusion discrète, rapide, pendant une absence prolongée de Malik. Jérôme commencerait par surveiller les horaires de Madame Vasseur et chercherait à récupérer discrètement la clé. Claire, pendant ce temps, devait continuer à jouer son rôle, à feindre la résignation, à ne rien laisser paraître. Chaque sourire forcé, chaque pas mesuré dans les couloirs faisait partie d'un théâtre nécessaire à sa survie. La rage, elle, bouillait en silence sous la surface. Claire n'était pas une victime docile, plus maintenant. Elle était prête à tout risquer, non seulement pour se libérer, mais aussi pour exposer ce que Malik avait construit, un réseau cynique d'alliances contractuelles exploitant la légalité pour mieux contourner l'éthique. Et elle savait, au fond d'elle, qu'elle n'était sans doute pas la première femme à être prise dans cette mécanique. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que les documents enfermés dans ce bureau ne concernaient pas seulement son propre contrat. Ils contenaient bien plus. Et ce qu'elle découvrirait bientôt ferait vaciller tout l'empire de Malik al-Rachid. Les jours suivants furent consacrés à une discrète préparation. Claire et Jérôme, sans jamais se parler ouvertement plus de quelques secondes, s'échangeaient des informations sous forme de notes dissimulées dans des livres, de phrases anodines ponctuées de mots-clés ou de simples gestes, un langage silencieux, conçu dans l'urgence, perfectionné par la peur. Jérôme avait réussi à repérer le moment idéal. Un jeudi soir, Malik serait à Genève pour une conférence de 3 jours et Madame Vasseur dînerait en ville avec des représentants d'une société de sécurité privée. Le bureau serait vide, mais les risques restaient énormes. Jérôme parvint à subtiliser la clé de secours rangée dans une petite boîte verrouillée dans le vestiaire du personnel. Un double qu'il restituerait dès le lendemain pour éviter toute suspicion. Il expliqua à Claire que la serrure biométrique pouvait être désactivée manuellement pendant exactement 12 minutes après activation de la clé de secours, un délai conçu pour la maintenance technique. C'était une brèche, une faille qu'il devait exploiter sans erreur. La nuit convenue, Claire attendit dans sa chambre, habillée de noir, le cœur battant. À 23 heures, Jérôme vint discrètement frapper à sa porte. Ensemble, sans un mot, ils traversèrent le couloir principal, s'enfonçant dans les ailes moins fréquentées du manoir. Le bureau de Malik se trouvait au bout d'un couloir tapissé de velours sombre, flanqué de 2 statues orientales en marbre blanc. La porte massive en bois sculpté portait une serrure dissimulée sous un cache décoratif. Jérôme inséra la clé, tourna lentement. Un déclic se fit entendre. Il retira rapidement le cache de la serrure biométrique et actionna le bouton de désactivation manuelle. Un petit voyant rouge passa au vert. Ils avaient 12 minutes. Claire entra en première. L'endroit était glacial, méthodique. De larges bibliothèques, des vitrines contenant des souvenirs de voyage, un bureau en acajou massif recouvert de dossiers méticuleusement empilés. Jérôme ferma la porte derrière eux et se mit à fouiller les tiroirs, pendant que Claire explorait les étagères. Rapidement, elle trouva un classeur noir sans étiquette. À l'intérieur, plusieurs copies de contrats similaires aux siens. Des femmes originaires de divers pays, Brésil, Maroc, Philippines, Roumanie, toutes reliées à des clauses d'union symboliques, des comptes bancaires créés en leur nom,
des virements échelonnés sur 12 mois. Certaines signatures étaient visiblement falsifiées. D'autres dossiers contenaient des preuves de paiement versées à des intermédiaires, agences de recrutement, notaires complices, cabinets de conseil. Claire sentit une colère sourde l'envahir. Elle n'était pas une exception. Elle faisait partie d'un système, une chaîne de montage juridique au service d'un empire. Jérôme, de son côté, trouva un disque dur externe rangé dans un coffret dissimulé sous un faux tiroir. Il n'y avait pas le temps de le copier. Ils le prirent, décidés à le remettre à un avocat indépendant dès le lendemain. Avant de quitter la pièce, Claire tomba sur un dossier marqué « France Consolidation Fiscale 2025 ». Elle l'ouvrit en vitesse. Un tableau présentait une stratégie d'optimisation agressive des flux financiers via des épouses satellites, un terme glacial, clinique. Elle arracha les pages les plus compromettantes, les dissimula sous sa chemise et referma le dossier. Ils sortirent du bureau à temps. 12 minutes pile. Le voyant repassa au rouge. De retour dans sa chambre, Claire sentit ses jambes trembler. Ce qu'elle tenait entre les mains n'était pas seulement sa porte de sortie. C'était un dossier à même de faire tomber un homme intouchable. Mais elle savait que ces documents seuls ne suffiraient pas. Il fallait un relais, un soutien légal, une voix pour porter son histoire. Jérôme proposa un nom. Maître Lemoine, un avocat parisien spécialisé en droit international privé, réputé pour son travail avec des victimes de manipulations contractuelles. Il acceptait parfois de rencontrer des personnes en détresse sans frais, sur recommandation. Le problème, comment sortir de la maison pour le rencontrer? Ils établirent alors une seconde phase du plan. Jérôme inventerait une urgence médicale simulée. Claire serait conduite en ville pour un examen. Là, elle profiterait d'un bref moment pour s'éclipser, remettre les documents à l'avocat, puis revenir avant qu'on ne remarque son absence. Le plan était risqué, bancal, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Elle passa le reste de la nuit éveillée, relisant les documents, notant les points juridiques, photographiant chaque page avec le vieux téléphone que Jérôme lui avait remis, sans connexion, mais avec une carte mémoire. Elle n'était plus simplement victime, elle devenait actrice. Et elle savait que, désormais, chaque mouvement comptait. Le lendemain matin, Malik appela depuis Genève. Une simple formalité. S'assurer que tout allait bien. Claire répondit d'une voix calme, posée. « Tout est sous contrôle », dit-elle. Mais dans son regard, derrière le miroir, brillait déjà une certitude nouvelle. Le plan était en marche. 3 jours après l'intrusion dans le bureau de Malik, Jérôme déclencha l'alerte sanitaire prévue. Il fit appeler un médecin complice, ami de sa sœur, et simula une suspicion de crise d'appendicite pour Claire. Tout avait été minutieusement préparé. Le médecin devait confirmer l'urgence d'un examen clinique en ville, rédiger une recommandation de transfert immédiat et garantir un créneau de liberté d'au moins 45 minutes. Jérôme accompagna Claire, jouant le rôle de coordinateur inquiet et zélé. Dans la voiture officielle, direction Paris, Claire serrait contre elle un sac à main contenant le disque dur, les copies imprimées et le téléphone avec les photographies. Lorsqu'ils arrivèrent à la clinique, elle fut conduite vers une salle d'attente. Jérôme créa alors une diversion. Pendant que l'infirmière appelait pour organiser un scanner fictif, Claire s'éclipsa par une porte secondaire et monta à bord d'un taxi préalablement réservé. Maître Lemoine l'attendait dans un petit cabinet discret du 11e arrondissement. Un homme sec, la cinquantaine entamée, regard aiguisé, il avait l'habitude des causes complexes. Claire lui tendit les documents, expliquant la situation dans un flux nerveux, entrecoupé de silences chargés. L'avocat écouta sans interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il resta un long moment pensif, puis dit d'un ton grave « Ce que vous avez là est explosif, mais il faudra être stratégique. » Il copia les fichiers, examina rapidement quelques contrats. Il confirma que plusieurs éléments pouvaient constituer des délits. Falsification de consentement, détournement de procédures consulaires, usage abusif de structures fiscales avec fraude à la législation sur le mariage. Mais il fallait déposer une plainte dans un cadre qui ne puisse être enterré. Lemoine proposa une stratégie en 2 temps. D'abord saisir discrètement un juge en référé pour faire protéger les documents, ensuite alerter des journalistes spécialisés dans les affaires financières internationales. La pression publique renforcerait la pression judiciaire. Claire promit de collaborer, mais elle devait retourner dans la résidence. Disparaître trop tôt risquait d'alerter Malik avant que la plainte ne soit déposée. Le retour à la clinique se fit sans incident.
Jérôme récupéra Claire comme prévu, et tout fut maquillé comme une fausse alerte bénigne. Le personnel fut rassuré, et Malik, depuis Genève, félicita Jérôme pour sa gestion. Mais Claire ne voyait plus les choses de la même façon. Désormais, elle savait. Elle savait qui était Malik réellement. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires cynique. C'était un architecte de réseaux opaques, utilisant des femmes comme pions dans une stratégie d'optimisation fiscale agressive. En fouillant plus profondément dans les documents, elle avait découvert des traces d'au moins 8 autres mariages symboliques, tous liés à des phases critiques de restructuration financière. À chaque fois, une femme isolée, vulnérable, choisie pour son absence d'attache et son incapacité à se défendre. Et à chaque fois, un même schéma, promesses d'emploi, contrats flous, déplacements, enfermements dorés. Parmi les noms, elle reconnut celui d'une jeune femme philippine mentionnée dans un article de presse quelques années plus tôt. Disparue sans laisser de traces après un séjour à Zurich. Aucune enquête ouverte, aucune plainte déposée. Claire comprit que certaines n'avaient peut-être jamais réussi à s'échapper, que certaines avaient accepté l'argent, d'autres s'étaient perdues en route. Ce qu'elle tenait entre les mains n'était plus une affaire personnelle, c'était une chaîne de prédation, et Malik, froid, méthodique, avait toujours agi à la frontière de la légalité, en s'entourant d'experts, de complices, de notaires prêts à tout signer, de cabinets d'avocats rodés aux montages les plus tordus. Il ne laissait rien au hasard, mais il avait sous-estimé Claire. Avec Jérôme, elle organisa la prochaine étape, déclencher l'action légale. Maître Lemoine déposa la demande en référé une semaine plus tard. L'ordonnance fut obtenue discrètement et le dossier placé sous protection judiciaire. Le nom de Malik Al-Rachid n'y figurait pas encore, pour éviter une réaction brutale, mais le contenu était enregistré. En parallèle, un journaliste d'investigation du quotidien économique, la Tribune financière, reçut une copie anonyme des documents. L'article ne paraîtrait que lorsque les preuves seraient validées. Claire, en apparence, continuait à jouer son rôle d'épouse invisible. Elle prenait ses repas, assistait à des réunions protocolaires, répondait calmement aux demandes. Mais en elle, tout bouillonnait. Elle ne pouvait plus dormir sans revivre les visages des femmes dans les dossiers. Elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir sans ressentir cette colère glacée, cette certitude que ce qu'elle faisait maintenant dépassait sa propre histoire. Elle décida qu'elle ne fuirait pas, qu'elle irait jusqu'au bout. Malik devait voir dans ses yeux que quelque chose avait changé, et ce jour arriva plus vite que prévu. Malik était revenu de Genève un vendredi matin, quelques heures à peine après que l'ordonnance judiciaire ait été prononcée. L'information circulait encore en coulisses, mais le compte à rebours était lancé. Claire le savait. Il ne resterait plus longtemps dans l'ombre. La vérité approchait. Elle n'avait plus qu'un rôle à jouer, le plus risqué mais aussi le plus décisif. Elle devait lui faire face. Ce soir-là, elle demanda un entretien privé. L'occasion lui fut accordée sans difficulté. Malik l'attendait dans le salon des invités, un espace vaste et minimaliste, dont les murs de béton ciré contrastaient avec le raffinement habituel du manoir. Il était seul, assis dans un fauteuil de cuir, un verre à la main. Lorsqu'elle entra, il se leva, toujours courtois, presque affable. Il l'invita à s'asseoir face à lui. Claire refusa. « J'ai lu les contrats, tous les contrats. » Le regard de Malik ne changea pas. Aucune surprise, aucun tressaillement. Il porta calmement son verre à ses lèvres, but une gorgée de whisky, puis répondit « Je vois. » « Jérôme, n'est-ce pas ?» Claire ne répondit pas. Elle sortit les copies de documents qu'elle avait soigneusement sélectionnés, les jeta sur la table basse. Des mariages symboliques avec des femmes vulnérables, orchestrés à travers des juridictions offshore, détournement de procédures consulaires, complicité de notaires, faux documents d'état civil. Tout est là. Malik observa les feuilles sans les toucher, puis il leva les yeux vers elle. « Vous avez bien travaillé. Je vous avais sous-estimé. » Cette phrase, prononcée avec calme, résonna comme une gifle. « Vous n'avez aucune émotion, aucune conscience. Vous avez instrumentalisé des femmes comme si elles étaient des structures de défiscalisation. J'ai agi dans les limites du droit, Claire, dans les interstices du système. Ce n'est pas illégal de connaître la loi mieux que les autres. C'est une compétence. Ce que vous avez fait, c'est du trafic juridique d'êtres humains. » Il haussa légèrement les épaules. « Les mots sont des armes. Le droit ne reconnaît que les faits, pas les émotions. Si vous portez plainte, il faudra le prouver. Devant un tribunal, avec des preuves solides, des avocats compétents,
Et surtout, il faudra survivre à la tempête médiatique que cela déclenchera. C'est déjà fait. Le dossier est entre les mains d'un juge. Un journaliste prépare un article. Vous ne contrôlez plus rien. Pour la première fois, le masque de Malik sembla vaciller. Il se pencha en avant, posa lentement son verre. « Alors vous êtes plus dangereuse que je ne le croyais. Mais vous n'avez aucune idée de ce que cela implique. Vous allez déclencher une guerre, Claire. Les avocats, les associés, les gouvernements. Ce que vous appelez justice n'est qu'un théâtre. Et dans ce théâtre, je suis metteur en scène depuis 20 ans. Et moi, je suis le personnage qui brise le 4e mur. » Elle tourna les talons, le laissant seul dans le silence du salon. Le lendemain matin, les premiers échos de l'affaire firent surface. Une dépêche de presse anonyme mentionnait un dossier judiciaire visant une personnalité étrangère impliquée dans des montages matrimoniaux frauduleux. L'article complet serait publié sous 24 heures. Malik convoqua ses avocats dans l'urgence. Des mails circulaient déjà entre ses conseillers, ses partenaires, ses actionnaires. Des questions commençaient à émerger. Les agences de régulation demandaient des clarifications sur certaines déclarations fiscales. Des journalistes commençaient à sonder les services consulaires de plusieurs pays. La structure soigneusement bâtie sur des années montrait ses premières fissures. Claire, elle, était prête. Avec Maître Lemoine, elle déposa officiellement sa plainte. Jérôme, quant à lui, accepta de témoigner. 2 autres anciens employés de Malik firent de même. Et puis, sans que personne ne s'y attende, une femme d'origine brésilienne contacta le cabinet d'avocats. Elle affirmait avoir vécu exactement la même situation à Lisbonne 2 ans plus tôt, puis une autre femme depuis Bucarest. L'effet domino était lancé. Le parquet de Paris ouvrit une enquête préliminaire. La presse s'enflamma. Mariage fictif et milliards d'euros. L'empire du silence de Malik Al-Rachid vacille, titra un grand quotidien. Claire, jusque-là protégée par l'anonymat, accepta de donner une interview télévisée à visage découvert. Le choc fut immense. Son calme, sa précision, son récit froidement structuré provoquèrent une onde de sympathie inédite dans l'opinion publique. On ne parlait plus de fiscalité, mais d'êtres humains utilisés comme outils. Malik, jusque-là indéboulonnable, vit ses comptes gelés temporairement en Europe. Plusieurs investisseurs suspendirent leur partenariat. Certains de ses avocats rompirent discrètement les liens. L'effet fut immédiat. Il ne pouvait plus nier. Et pourtant, il ne renonça pas. Pas encore. Le jour de la diffusion du reportage télévisé marqua un tournant irréversible. À 20 heures précises, sur l'une des plus grandes chaînes nationales, le visage de Claire apparut, calme, déterminé, les mains jointes sur ses genoux. En arrière-plan, les extraits des contrats, les schémas d'organisation, les témoignages de femmes anonymisées, les commentaires de juristes spécialisés. Le ton était grave, méthodique, indiscutable. Ce n'était pas un scandale sentimental. C'était une mécanique internationale de manipulation juridique dont Malik Al-Rachid était le cerveau invisible. Dans les 24 heures suivantes, les réactions fusèrent. Des dizaines de messages affluèrent sur les réseaux sociaux, dans les boîtes mail des journalistes au cabinet de Maître Lemoine. D'autres femmes, d'autres récits. Certaines avaient accepté de l'argent contre leur silence. D'autres n'avaient jamais compris ce qui leur était réellement arrivé. Une majorité avait été recrutée via des agences obscures, prétendument spécialisées dans le placement de personnel international. Le schéma était toujours le même. Promesse d'un emploi, contrat ambigu, isolement, mariage symbolique enregistré dans un consulat, puis effacement. Face à la pression médiatique, l'État français fut contraint de réagir. Le ministère de la Justice annonça l'ouverture d'une instruction judiciaire pour escroquerie internationale en bande organisée, trafic d'influence, faux et usage de faux, et abus de faiblesse à des fins patrimoniales. Le parquet national financier se saisit du dossier. Une cellule spécialisée fut formée pour recouper les informations issues de plusieurs pays partenaires. Malik, jusque-là distant, disparut complètement de la circulation. Ni ses avocats, ni ses associés ne répondirent aux demandes de la presse. Le manoir de la région parisienne fut mis sous surveillance. Les comptes de plusieurs sociétés offshore furent gelés en Suisse, à Dubaï, au Luxembourg. Des perquisitions eurent lieu dans des bureaux de représentation à Londres et à Casablanca. La structure de confiance s'effondrait. L'édifice, conçu pour durer, n'avait pas résisté à la lumière. Pendant ce temps, Claire était placée sous protection.
Le parquet estima qu'elle pouvait être la cible d'intimidation ou de représailles. Jérôme également fut protégé. Plusieurs témoins venus de l'étranger furent auditionnés à distance, avec l'aide d'interprètes et d'organisations de défense des droits humains. Une ONG française, spécialisée dans la lutte contre l'exploitation administrative des femmes migrantes, offrit son soutien logistique et psychologique à Claire et aux autres victimes identifiées. Dans les rues de Marseille, les visages connus de son quartier apparaissaient dans les reportages, surpris de découvrir que la serveuse de chez Léon était désormais au cœur d'une affaire mondiale. Sa mère, hospitalisée dans un établissement plus adapté grâce à l'aide de l'ONG, suivait les actualités avec fierté mêlée d'inquiétude. Claire ne regrettait rien. Chaque mot dit, chaque risque pris, chaque nuit blanche valait désormais le prix de la liberté et de la justice. Une semaine après la première émission, un nouveau témoin bouleversa l'enquête. Une ancienne collaboratrice directe de Malik, une juriste d'entreprise basée à Genève, accepta de témoigner. Elle affirma que Malik avait bâti tout son réseau sur les failles juridiques laissées par les traités de non-double imposition, exploitant la reconnaissance administrative des unions pour établir des passerelles fiscales entre sociétés. Son témoignage permit de remonter à un cabinet de conseil londonien ayant participé à la validation de plusieurs dossiers matrimoniaux. L'affaire devint un sujet de débat parlementaire. Des élus demandèrent des réformes du droit consulaire, un encadrement strict des mariages internationaux et la création d'un observatoire des fraudes contractuelles à but fiscal. La voix de Claire, reprise dans toutes les tribunes, devenait celle d'une génération de femmes invisibles, utilisées dans les coulisses des grandes fortunes. Malik, retranché dans un pays sans traité d'extradition, tenta une ultime manœuvre. Il proposa un arrangement financier pour faire retirer la plainte de Claire, une somme colossale versée à une fondation à son nom en échange de son silence définitif. Le moine refusa même de transmettre l'offre. Claire, informée par une voix détournée, rit pour la première fois depuis des semaines. Il ne comprenait toujours pas. Ce qu'il avait détruit en elle, il l'avait sans le vouloir transformé en force. Le procès n'avait pas encore commencé, mais la condamnation sociale était déjà tombée. Malik al-Rachid, autrefois figure de respect dans les milieux financiers, était désormais un symbole de cynisme, de prédation légale et d'abus de pouvoir masqués derrière des feuilles de papier tamponnées. Pour Claire, une page se tournait. Elle n'était plus une victime, elle devenait une combattante. Le jour du jugement arriva plus tôt que prévu. Face à l'ampleur des preuves, à la pression médiatique et à la coopération de plusieurs juridictions européennes, la justice française accéléra le processus. Le tribunal de Paris déclara l'union contractuelle entre Claire et Malik nulle et non avenue, sur la base d'un vice de consentement manifeste aggravé par un abus de situation de vulnérabilité. La décision fut rendue publiquement, en présence de représentants de plusieurs ambassades et d'observateurs d'organisations de défense des droits humains. Le juge, dans un discours limpide, rappela que le consentement ne pouvait jamais être une formalité administrative, qu'un contrat fondé sur la tromperie, l'opacité et la manipulation ne pouvaient bénéficier de la protection du droit. Malik, bien qu'absent physiquement, fut reconnu coupable de fraude contractuelle, usage abusif de structures juridiques et exploitation de personnes à des fins patrimoniales. Un mandat d'arrêt international fut émis à son encontre. Ses avoirs, ses sociétés écrans, ses liens bancaires furent saisis ou gelés dans plusieurs pays coopérants. Pour Claire, ce fut à la fois une délivrance et une confirmation. Elle n'avait pas rêvé. Elle n'était pas folle. Ce qu'elle avait vécu n'était pas une exagération, ni une zone grise. C'était une machination parfaitement structurée, enfin reconnue comme telle. Libérée légalement, elle quitta le manoir définitivement. L'ONG qui l'avait soutenue l'aida à retrouver un logement à Marseille, dans un quartier calme proche de l'hôpital où sa mère venait d'être transférée. Pour la première fois depuis des années, Claire pouvait respirer sans peur, dormir sans guetter chaque bruit, manger sans calculer les conséquences. Le monde extérieur, si longtemps perçu comme une menace, devenait à nouveau un espace possible. Mais la liberté ne fut pas seulement juridique, elle fut aussi existentielle. Claire refusa l'idée de reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé. Trop de choses avaient changé, trop de personnes l'avaient rejointe dans son combat. Elle se sentit responsable, investie. Ce qu'elle avait vécu, d'autres continuaient à le vivre, ailleurs, dans d'autres formes, d'autres systèmes.
Elle accepta donc la proposition de l'ONG, devenir intervenante, puis formatrice dans un programme d'accompagnement pour femmes victimes d'exploitation administrative. Elle suivit des modules de droit simplifié, de gestion de dossiers, d'assistance psychologique. Rapidement, elle devint une figure centrale du dispositif. Son calme, son expérience vécue, sa capacité à écouter sans juger faisèrent d'elle une référence pour les nouvelles arrivantes. Sa mère, dont l'état s'améliorait lentement, suivait son parcours avec fierté. Claire lui lisait les articles qui paraissaient régulièrement dans la presse, des mises à jour sur les suites de l'affaire Malik, des tribunes demandant des réformes, des témoignages d'autres victimes. Un jour, un journaliste la surnomma « la femme qui a fissuré l'invisible ». Le titre lui resta. Elle n'en tira ni orgueil ni profit, mais y vit un rappel permanent. La vigilance est une forme de survie. Elle participa à plusieurs conférences, souvent à huis clos, devant des juristes, des législateurs, des étudiants. Elle raconta son histoire sans pathos, avec précision. Elle montra les failles du système, les angles morts des lois internationales, la facilité avec laquelle un esprit méthodique pouvait détourner l'éthique en se réfugiant derrière les codes. À chaque intervention, des regards se baissaient, des mains se levaient. Elle ne criait pas vengeance, elle exigeait compréhension et réforme. Le livre arriva presque par accident. Un éditeur, touché par son discours dans une université de droit, lui proposa de raconter son histoire. Claire hésita, puis accepta à condition de travailler avec une journaliste d'investigation qu'elle admirait. Ensemble, elles construisirent un récit mêlant faits, analyses, documents et portraits d'autres femmes piégées dans des mécanismes similaires. Le titre fut sobre, Claire. Il sortit 6 mois après le verdict. Les ventes dépassèrent toutes les prévisions. Il fut traduit en plusieurs langues. Mais le succès ne la détourna jamais de l'essentiel. Chaque jour, Claire continuait de recevoir des messages, des femmes racontant leur histoire, des proches cherchant à comprendre ce qu'avait vécu une sœur, une fille, une amie, des étudiantes en droit demandant conseil, des ONG proposant des partenariats. Claire répondait à toutes, lentement, humainement. L'ultime reconnaissance vint d'un lieu inattendu, le Sénat français. Une commission spéciale l'invita à s'exprimer lors de la rédaction d'un projet de loi sur la transparence des contrats matrimoniaux internationaux. Son intervention, retransmise en direct, fut saluée à gauche comme à droite. Pour la première fois, la République donnait la parole à une femme que personne n'aurait écoutée quelques mois auparavant. Une serveuse, une anonyme, une silhouette devenue symbole. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire alluma une bougie sur le rebord de sa fenêtre, non par superstition, mais pour se souvenir du froid du manoir, du silence des couloirs, de la peur et de la lumière qu'elle avait fini par rallumer. Non pour elle seule, mais pour toutes celles qui viendraient après. 1 an s'était écoulé depuis que Claire avait franchi les portes du manoir pour la dernière fois. 1 an depuis que son nom, son histoire, sa voix avaient éclaté dans l'espace public comme une fissure dans la surface lisse d'un monde impénétrable. Depuis, rien n'avait été simple, mais tout avait changé. Elle vivait désormais dans un appartement modeste, lumineux, au dernier étage d'un petit immeuble de Marseille. Sa mère, dont la santé s'était stabilisée, habitait non loin, suivie par une équipe médicale bienveillante. Claire l'aidait encore, mais ne vivait plus dans le sacrifice constant. Elle s'était réapproprié son temps, son corps, ses désirs. Chaque matin, elle buvait son café en silence, non plus dans l'attente d'un miracle ou dans la peur d'un piège, mais comme un acte simple de présence à soi. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle avait lentement muté en mission collective. Claire n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue une figure de lutte. Non par posture, mais par nécessité. On venait à elle pour comprendre, pour apprendre, pour changer. Elle avait appris à parler dans des salles pleines de regards attentifs, à répondre aux journalistes sans se perdre dans leurs récits, à naviguer dans les codes politiques sans céder à leurs pièges. Elle était restée elle-même, droite, claire, insoumise. Sa collaboration avec l'ONG s'était approfondie. Ensemble, ils avaient lancé un programme inédit de prévention et de détection des contrats abusifs à l'international. Ils formaient des assistantes sociales, des avocats, des médiateurs. Ils sensibilisaient les consulats, les ambassades, les centres de recrutement. Le nom du projet, Clé Claire, une référence à ce qu'elle avait ouvert, mais aussi à ce qu'elle voulait protéger. La clé contre l'invisible. Le livre, lui, avait continué à vivre sa vie.
utilisé dans des cours de droit, cité dans des articles académiques, adapté même en pièces de théâtre par une troupe féminine indépendante. Claire n'en tirait aucun profit personnel. Tous les bénéfices étaient reversés à un fonds de soutien pour femmes piégées par des montages contractuels ou économiques illégitimes. Elle se rendait parfois dans les représentations. Assise au dernier rang, elle écoutait d'autres voix porter la sienne, d'autres corps rejouer son silence devenu cri. Un jour, elle fut invitée à intervenir devant le Conseil de l'Europe. Elle prit l'avion pour Strasbourg, seule, emportant dans sa valise une copie du contrat qu'elle avait signé sans le comprendre et une photo d'elle dans le restaurant où tout avait commencé. Sur place, elle parla avec la même sobriété qu'à la télévision, sans effet de manche. Elle expliqua comment le droit détourné était devenu une arme contre les faibles, comment le silence institutionnel permettait la répétition, et comment une seule voix soutenue pouvait provoquer une onde capable de traverser les murs les plus épais. Sa prise de parole fit l'effet d'un électrochoc. Plusieurs pays engagèrent des audits sur les procédures de reconnaissance des unions symboliques. La France, quant à elle, adopta un amendement rendant obligatoire une double vérification des contrats matrimoniaux impliquant des parties étrangères dans des montages à implication fiscale. Une victoire discrète, mais puissante. Mais ce dont Claire était le plus fière n'était pas législatif, c'était humain. Elle avait vu un matin une jeune femme d'origine algérienne, victime d'un montage similaire à Dubaï, venir jusqu'à elle dans un centre d'accueil à Lyon. Elle l'avait reconnue tout de suite. Pas son visage, mais son regard. Ce mélange de peur, de honte et de résistance rentrée. Elle s'était reprise dans les bras sans un mot. Et Claire avait su que sa lutte avait du sens. Elle avait vu aussi une avocate autrefois silencieuse monter à la tribune d'un colloque pour dénoncer la complicité passive de certains cabinets dans ce type de pratique. Elle avait vu des étudiantes organiser des conférences pour comprendre comment les lois peuvent devenir des outils d'oppression quand elles sont déconnectées de la réalité sociale. Et elle avait vu, chez elle, dans le miroir, une femme réconciliée avec elle-même, une femme debout, une femme entière. Un soir, alors qu'elle marchait sur le Vieux-Port, respirant l'air salé de sa ville natale, elle croisa par hasard un ancien collègue du restaurant. Il l'interpella, étonné. « Claire, c'est toi ?» Elle sourit, répondit simplement. « Oui, c'est moi. » Il ne posa pas de questions. Il avait vu les journaux. Il savait. Il lui dit qu'elle avait fait quelque chose de grand. Elle répondit « Je n'ai fait que dire non et ne plus me taire. » Elle continua son chemin, seule mais forte. Et au loin, dans la lumière dorée du soir, Marseille semblait l'accueillir comme une ville qui reconnaît enfin l'une des siennes.